5 plongeurs se tiennent au bord du quai. Pas d'exploit, pas de record, un boulot du matin. Ils se connaissent, se chambrent une dernière fois, puis les regards, place au sérieux. Ils descendent près d'un grand tuyau qui sort de la mer. On leur dit « C'est fermé. Vous enlevez la pièce et on remonte. » Simple, propre, rapide au final. Sous l'eau, chacun prend sa place. L'un garde la ligne, 2 autres s'approchent du bord, les 2 derniers couvrent. La radio grésille un peu. Prêt ? Prêt. Christopher Broham serre les dents. Il pense aux 4 autres, et à leurs prénoms. Kazim, Youssouf, Fizal, Rishi. On va faire ça bien. On va rentrer pour le déjeuner, il leur dit. Le geste commence. Une petite clé tourne, un petit clic, rien d'alarmant. Juste ce bruit sec qui dit « ça vient ». Et puis ça doute qui s'installe sans raison claire. Comme si tout le décor retenait son souffle. Le tuyau devant eux ne bouge pas. Ne fait pas de bruit, mais quelque chose attend. Encore un quart de tour, on souffle, et l'instant bascule. Le matin, ils arrivent pour un boulot simple. Retirer une pièce sur un grand tuyau et repartir. On leur a dit que tout était coupé, que le tuyau était mort. Sur le quai, ils plaisantaient encore. Mais chacun sait pourquoi il est là. Christopher Broham regarde ses 4 compagnons et se concentre. Le chef répète le plan, les positions, le signal de retour. Rien d'héroïque, juste faire propre entrée. Sous l'eau, les choses se mettent en place, sans un mot de trop. 2 hommes s'alignent près du bord du tuyau, un tient la ligne, les 2 autres couvrent. Les gestes sont calmes, précis. La radio demande. Le silence alentour rassure. C'est le genre de calme qui donne la confiance. Pourtant, une question flotte entre deux, non dite. Si quelqu'un s'est trompé là-haut, si un clapet est resté ouvert, s'il reste du tirage dans le ventre du tuyau, qui le saura avant qu'il ne soit trop tard? Ce danger-là ne fait pas de bruit. Il n'a pas d'odeur. Il n'avertit pas. Broham hoche la tête. On commence. La clé mord la pièce. Un premier effort. Rien ne bouge. On reprend. Un peu plus franc. Le métal cède d'1 millimètre. Toujours pas d'alerte. Tout paraît normal. Et pourtant, dans ce bref instant, quelque chose change sans se montrer. Derrière le tôle, un vide se réveille. Ils ne le voient pas. Ils ne l'entendent pas. Ils sentent seulement que le moment est venu d'achever le geste. Et c'est exactement que l'histoire bascule. La clé tourne, encore un peu dans la pièce cède. Au début, ce n'est qu'un souffle, un fil d'eau qui rentre comme l'air sous une porte. Puis tout s'accélère. La ligne que tient l'un de ces hommes se tend d'un coup sec. Sa main perd vers l'avant. Il essaye de se caler, son pied glisse, les poches touchent le bord, et le voilà happé. Le voisin attrape son harnais pour le retenir. La traction le tire aussi. Il disparaît à son tour. Un troisième plante le doigt sur sa lèvre métallique, les gants crissent, la force arrache à un de ses appuis. À la radio, une voix crie « Stop !» et on se perd dans un long bruit de vent. Kazim est le premier à disparaître dans l'ouverture. Youssouf tente de le retenir et suit. Fizal bascule, Rishi tente la main et se fait attraper par la ligne. Broham voit leur palme s'évanouir et sent la même prise froide la tirer par les hanches. Tout se passe en quelques secondes. Plus de repères, plus de gestes propres. Seulement une poussée qui avale, le métal qui les frotte, le casque qui les cogne, l'air qui résonne trop fort dans leur tête. Ils entraînent tous les 5 dans un tuyau comme dans une gorge sans lumière. Autour, le monde se rétrécit à un cercle noir, les lampes n'ouvrent qu'une petite tache laiteuse à un bras de distance aussi avalé. Les corps se tassent, se heurtent, puis le courant ralentit un peu, juste assez pour que la panique laisse place à un réflexe simple, rester ensemble si possible, respirer court pour garder la tête, comprendre dans quel sens va cette chose qui les emporte. Le travail vient de finir, la survie commence. Tout se fige d'un coup, noir complet. Le vacarme baisse d'un cran et laisse juste souffler un souffle régulier qui tire vers l'avant. Les 5 se retrouvent serrés contre la tôle. On s'appelle par les prénoms, on répond par une voix courte, histoire de vérifier que chacun tient encore. Une main trouve une épaule, un autre un poignet. Ça suffit pour calmer la panique. Ils sont vivants, ensemble. Ils comprennent vite qu'il n'y a plus de repères visuels. Alors ils passent à la plus simple, toucher, rythme, petits signaux, 2 coups légers sur le métal pour dire « j'avance », 3 pour dire « j'ai reçu ». Pas besoin de parler fort, le tube renvoie tout. Broham a mal à un bras, mais il garde la tête froide. Il choisit la paroi et rampe lentement, le corps de biais pour ne pas gêner les autres. Le groupe suit au contact, à un souffle distant. Le tube n'est pas lisse partout. Par endroits, il y a des bosses, des jonctions, des rebords minuscules où poser la pomme et gagner un demi-mètre. Quand ils lâchent tout, la traction les entraîne dans un sens. Quand ils se plaquent, ils peuvent retenir.
Ils testent les deux directions, l'une résiste et les repousse, l'autre les accepte sans les arracher. Ils prennent celle-là. Objectif simple, avancer sans se perdre. Le temps s'allonge, on compte les respirations pour garder le rythme, on économise chaque geste. Par moments, l'eau pousse plus fort, puis retombe, comme si le tuyau changeait de ventre. Ils s'arrêtent, se resserrent, repartent. Personne ne fait un grand discours. On s'encourage d'un mot, d'une pression de main. La peur reste là, mais elle ne commande plus. Ce qui commande, c'est la routine qu'ils se sont donnée. Avancer un peu, s'annoncer, attendre la réponse, recommencer. Le groupe s'étire dans le noir et finit par se décrocher. Les réponses aux petits coups de paroi s'éloignent, puis reviennent, puis s'éloignent encore. Baudram sent que le courant le pousse moins dès qu'il s'aplatit, alors il rampe de travers, épaules contre l'acier, genoux qui accrochent juste assez pour gagner un demi-mètre à chaque souffle. Son bras lui fait mal, mais il l'interdit d'y penser. Il avance, attend, frappe 2 fois, écoute les 3 coups en retour. Tant qu'il les entend, il continue. Le son change, moins serré, comme si le tuyau s'ouvrait quelque part devant. L'air circule un peu plus autour de son casque. Sous la main, une petite poitrine, puis les hanches, et retombe de l'autre côté, dans un espace un peu plus large. Il s'arrête net pour ne pas repartir en arrière, tend la main dans le vide, trouve une lèvre plus haute. Il ne tient pas à 2 moins, bloque une jambe et pousse. Ça passe. Plus loin, quelque chose cogne au-dessus. Pas de l'eau. Choc sec, comme un outil sur du métal. Il répond avec le poing, régulier, pour qu'on le situe. Le bruit revient, plus proche. Une raie de lumière contre l'obscurité, fine comme un couteau. Baudram toute la nette, cligne, frappe encore. La lumière bouge. Une corde racle le bord et descend à l'aveugle. Il l'attrape, la cale sous l'aisselle, crie son nom, ou peut-être juste un son. Des mains arrivent, l'attrapent par le poignet, puis par l'avant-droit. On tire, il glisse contre le bord, accroche le métal avec la botte, pousse. D'un coup, l'eau quitte son visage, et le monde se met à résonner autrement. Un volume sec, des voix courtes, des pas qui s'approchent. On le pose sur une grille, quelqu'un lui met une couverture, quelqu'un d'autre lui garde la tête. Il respire vite, puis plus lentement. Il dit les prénoms, les répète, il veut qu'on le sache qu'ils sont toujours là-dedans. On hisse Baudram grelottant, les lèvres bleues, il répète les prénoms, insiste, ils sont dedans. 2 plongeurs veulent replonger tout de suite. On les arrête. Attendez l'autorisation. Les téléphones s'enchaînent, les phrases se vident, on consulte, on coordonne. Une grille tente quelque chose, le câble tend, claque, on recule. Plus personne n'ose décider. Les familles arrivent au portail, demandent simplement « Qu'est-ce que vous faites maintenant ?» On répond par des mots ronds qui ne rassurent personne. Le soleil monte, la chaleur colle, le temps s'allonge. Baudram, assis sur une couverture, répète encore que leurs prénoms ne sont pas laissés partir. Des bateaux tracent, des lignes larges comme sur un damier. À terre, on scotche sur une carte une table, on dessine des rectangles au marqueur, on annonce des secteurs. Un hélico tourne au loin. Son projecteur balaye une bande d'eau qui n'a rien à voir avec l'endroit où Baudram est sorti. Sur le quai, les familles fixent l'ouverture du tuyau, à quelques mètres. Un plongeur dit qu'il a cru entendre des coups là-bas, plus tôt. Personne ne bouge. Les messages à la radio répètent la même phrase, rien vu, on élargit. On emplit les cases, on change d'angle, on ajoute des bouées. Tout s'agite, mais pas là où ça compte. Devant la bouche sombre, l'eau clapote, indifférente, et la journée s'use à chercher ailleurs. Les jours passent, et le quai ne se vide pas. Les familles reviennent chaque matin, posent des chaises pliantes, murmurent les prénoms. Un matin, la rumeur court sans élever la voix, des équipes travaillent là, au plus près. On ne regarde plus le plus large, on fixe l'ouverture. Le premier corps sort, personne ne crie. On ne se pousse pour laisser passer, on couvre plus soigneusement que d'habitude. Les prénoms se disent à voix basse, un par un, puis un deuxième, puis un troisième. Les gestes sont lents, appliqués comme si chaque mouvement devait du respect. Le dernier sera retrouvé plus tard, avec la même retenue. Sur le quai, on ne discute plus d'horaire ni de plan. On tient des mains, on embrasse des fronts, on s'écarte pour les familles. Baudram reste assis, une couverture sur les épaules. Il ne parle presque pas. Il regarde l'eau, longtemps. Le soir, des bougies s'allument. Des photos sont scotchées sur un carton. On raconte une blague que Kazim aimait, un souvenir que Youssouf avait de la patience de Fizal, la France tranquille de Richie. Les fourgons s'éloignent sans sirène, le quai redevient silencieux. Il rentre enfin, mais pas comme prévu.